Messieurs, dames, bonjour. Pour commencer, bienvenue pour cette conférence sur les 100 ans du Chypre de Coty. Cette conférence, donc, nous allons parler de l'histoire du Chypre, des différentes évolutions du Chypre au cours du temps et de ce qu'est un Chypre. Voilà. Donc, cette conférence est faite par l'Osmothèque. Voilà. L'Osmothèque, c'est un conservatoire de parfums. Et on a pour mission, un peu comme une bibliothèque, de conserver tous les parfums ou les formules de parfums. Et nous avons à peu près 4000 parfums, 800 parfums disparus que l'on peut faire revivre et qu'on peut vous faire sentir au cours de conférences pour que vous connaissiez l'histoire de la parfumerie et l'histoire des parfums. C'est une institution qui a 27 ans déjà. Nous sommes à peu près 12 osmothécaires, mais on peut être plus nombreux. S'il y a des parfumeurs dans la salle qui veulent nous rejoindre, il n'y a pas de problème, ils seront les bienvenus. Ah, personne, dommage. Mais à la sortie, vous pourrez voir. Donc nous avons aussi une collection de matières premières rares qui n'existe plus. L'intérêt de l'osmothèque surtout, c'est qu'on peut nous utiliser aussi des matières premières interdites, puisque les parfums, nous les faisons sentir, mais nous ne les vendons pas. Donc nous avons des vieilles bases de l'air, par exemple, nous avons du musc, de l'ambre, des choses qu'on ne trouve qu'à l'osmothèque. Alors, nous allons parler du Chypre, et l'étymologie du mot Chypre, ça vient du vieux français Cypre. Cypre, en vieux français, désignait le chêne. Donc après, il y a eu la poudre de Chypre, et la poudre de Chypre, c'était une poudre qui était faite avec de la mousse de chêne en poudre, avec du musc à l'intérieur, et ça servait à parfumer les perruques. Donc, la famille des Chypres. Le Chypre, ça désigne un accord de parfum. Donc, un accord simple avec un départ bergamote, un corps fleuri, peut être de rose, jasmin, un mélange de fleurs, peu importe. Et puis après, un fond avec de la mousse de chêne, du patchouli et d'autres notes boisées, mais principalement mousse de chêne, patchouli. Voilà. Et cet accord, il y a eu des Chypres bien avant le Chypre de Coty, mais cet accord a été défini en 1917 avec le succès du Chypre de Coty. Il y a eu un tel succès que les gens se sont mis à faire des parfums similaires, on verra ça au cours du temps, et les gens ont appelé ces parfums des parfums chyprés en hommage au Chypre de Coty. Voilà. On fait encore des Chypres de nos jours, même si l'usage de la mousse de chêne est très restreinte, puisqu'en fin de compte, de nos jours, on peut utiliser à peu près 0,01% de mousse de chêne dans les produits finis. Contrainte de législation. Alors, vous voyez là les premiers Chypres, des Chypres qui datent d'avant le Chypre de Coty. À cette époque-là, donc, le Chypre, c'était un nom qu'on mettait dans le parfum, mais qui ne désignait pas forcément un parfum à base de mousse de chêne, à base de bergamote et de notes fleuries. On faisait un petit peu ce qu'on voulait, et on appelait ça Chypre parce que c'était un joli nom, voilà, tout simplement. Donc, il y en avait déjà quelques-uns. Vous voyez déjà toute une liste. Donc, nous allons voir les Chypres dans les années 10, avec un premier Chypre de Guerlain. Donc, le principe de la conférence, je ne vous ai pas expliqué quand même, c'est que c'est une conférence olfactive. C'est-à-dire que je vais parler de parfums, mais en plus, vous allez pouvoir les sentir. Ce qui n'est pas la moindre des choses. Donc, je vais vous expliquer. Habituellement, il y a un peu moins de monde. On discute, je vous demande votre avis, ce que vous en pensez, ce que vous sentez. Là, on ne le fera peut-être pas. Si quelqu'un va intervenir, il n'y a pas de problème. Il peut poser une question, mais là, je pense qu'on est un peu nombreux et surtout, on est pris par le temps. Voilà. Donc là, le Chypre de Paris, c'est un parfum qui date de 1909. Je vous rappelle que le Chypre de Coty, c'est 1917. Donc là, c'est un parfum qui n'a pas du tout l'accord Chypre, même si on y trouve un petit peu de mousse de chêne, un petit peu de bergamote, un petit peu de patchouli. Mais ce n'est pas un Chypre à proprement parler. Le Chypre est juste dans le nom, même si le Chypre commence à se structurer. Je regarde, j'attends que tout le monde ait une touche pour pouvoir vous parler du parfum, que tout le monde l'ait sous le nez. Mais ce que je peux vous dire, c'est que c'est un parfum qui a été fait par Jacques Guerlain en 1909. Et donc la maison Guerlain, tout le monde la connaît. Elle a été créée en 1828 par Pierre-François Pascal. Et en 1884, c'est Aimé qui prend la direction de la maison Guerlain, aidé par son frère Gabriel, qui était à la direction. Et en 1906,
Donc Jacques Guerlain, qui a fait ce parfum, a été formé par son oncle. Donc ce parfum date de 1909. Donc Falcon Guerlain, c'est un de ses premiers parfums. C'est un parfum, le parfum de ses débuts. Ça fait 3 ans qu'il a été formé à la parfumerie. Tout le monde a une touche? Donc là, très bien. Donc là, ce qui surprend dans ce parfum, c'est d'abord ces notes cuir que l'on voit, très animal, c'est un parfum très puissant. Et c'est un parfum qui fait un peu parfum du passé, avec une note de tête très peu présente. On est très vite dans des notes animales, cuir. On trouve un côté lavande, bien sûr, qui apparaît. À la limite, il y a de la lavande. En note de fond, on sentira de la coumarine. Il y a de la lavande à coumarine. On pourrait presque dire que c'est une fougère, ce parfum, si on devait le classer. On met dans la famille des chypres parce qu'il y a marqué chypre dans le nom, mais on pourrait à la limite le classer dans la fougère, ce parfum. Vous verrez. Alors, je vous conseille de garder les touches parce que là, ce qu'on va sentir, c'est les notes de départ, un petit peu la note de cœur, mais la note de fond, vous la sentirez chez vous plus tard. Et vous verrez qu'en fond, vous allez avoir beaucoup, beaucoup de coumarine qui va apparaître. Le premier parfum coumarine, c'était la fougère royale, bien sûr. Et Guerlain avait utilisé la coumarine dans le Jiki un peu plus tard aussi. Donc, ce qui donne cette note animale, c'est l'utilisation du calamus. Le calamus, ça donne un côté cuir, un côté animal, un côté fauve. À mon avis, ce serait presque plus un parfum d'ambiance qu'un parfum à se mettre sur le corps. De nos jours, je pense que personne ne porterait ce genre de parfum. C'est un avis personnel. Mais la parfumerie, vous remarquerez, c'est beaucoup d'avis personnels, c'est beaucoup de ressentis, c'est beaucoup d'impressions. Dans un temps, on aime ou on n'aime pas. Après, on peut intellectualiser, réfléchir, c'est important. Mais il y a quand même un problème d'affectif. On doit porter, et c'est un peu une signature. Excusez-moi, quelques réglages à faire. Donc là, nous allons parler du chypre de Coty, le premier chypre de la famille chypre, le chypre emblématique. Donc pendant que vous distribuez les touches, moi je vais vous parler un petit peu de Coty quand même. François Coty est né en Corse. Coty, ce n'est pas son vrai nom, c'est un pseudonyme. C'était Joseph-Marie-François Sportourneau qu'il s'appelait, nom très corse. Et en 1900, il est arrivé à Paris. Il était secrétaire d'un député, de Emmanuel Arène, qui était un député corse, et le plus jeune député français. Et à ce moment-là, il s'est fait appeler Coty, qui était le nom de sa mère, mais il a rajouté un Y pour se donner un genre, sans doute. Et à l'origine, il n'était pas du tout parfumeur. Et il avait un ami pharmacien qui faisait des parfums. À l'époque, dans les pharmacies, on faisait aussi des parfums. Il a été voir cet ami pharmacien. Un jour, il faisait ses parfums. Il a dit à son ami, tes parfums, il ne me semble pas très bien. Son ami lui a dit, je vous la fais courte, hein. Son ami lui a dit, gros malin, si tu peux faire mieux, vas-y, fais-moi un parfum. François Coty a fait un parfum et son ami a dû reconnaître que son parfum était beaucoup mieux quand même. Donc il est parti se former 1 an chez Chiris, où il a rencontré Henri Almeras, il a rencontré d'autres parfumeurs, Vincent Roubert entre autres. Et c'est là qu'il s'est formé pendant 1 an à la parfumerie, et à son retour de chez Chiris, Léon Chiris, entre parenthèses, Léon Chiris était aussi député. Donc c'est pour ça la connexion. En rentrant chez Chiris, il a fait d'abord un de ses premiers parfums, qui était la rose Jacqueminot. Jacqueminot étant le nom de cet ami pharmacien. C'était en 1904. Et en 1904, avec sa rose Jacqueminot, il a touché son premier million. Donc Coty est fini milliardaire. Il a eu l'intuition et le génie de vouloir vendre les parfums en grande quantité, en grand volume, en grande distribution, par l'intermédiaire des grands magasins à l'époque. Donc c'était les grands magasins du Louvre au début pour la rose Jacqueminot, c'était les grands magasins de manière générale. Il a eu l'idée de faire lui-même ses flacons, de travailler avec Lalique, avec Baccarat. Et puis il avait des idées, par exemple, pour vendre un parfum, juste avant la guerre, il a eu l'idée de faire des contenants beaucoup plus petits pour pouvoir en vendre aux soldats américains quand ils rentraient du front. Et ça faisait un souvenir. Donc il avait un génie du marketing, un génie de la vente, et en plus, ce qui n'est pas rien, un génie de la composition. Et la plupart de ces parfums étaient des parfums fabuleux. Donc là, je pense que tout le monde a son chypre de Coty. Et donc là, ce qui arrive en premier, c'est évidemment la bergamote. 1917 aussi, c'est un parfum fameux 1917.
Coty est au sommet de son art quand même, puisqu'il arrêtera la parfumerie en 1921 pour se consacrer à la politique. Après, c'est Vincent Roubert, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui a pris la suite de la composition. Donc là, Coty est au sommet de son art et il fait un parfum très complexe. Un parfum qui commence à s'intellectualiser en fin de compte, où on peut réfléchir sur la composition, sur le pourquoi. On ne cherche pas juste à faire des parfums capiteux qui sentent bon. Donc là, évidemment, on a la bergamote. Après, c'est vraiment l'accord typique du Chypre. Donc un cœur qui est sur la rose, le jasmin, un cœur fleuri. Et puis après, on finit avec du patchouli, avec de la mousse de chêne, bien sûr, et avec de l'ambre, évidemment. À l'époque, on utilisait beaucoup d'ambre dans tous les parfums. Les consommatrices voulaient de l'ambre, du musc, ça faisait riche, et les parfumeurs leur en donnaient, bien sûr. Toujours l'idée du marketing. Les consommatrices en veulent, comme on fait de nos jours, soit dit en passant, mais pas avec de l'ambre, tout simple. C'est une grosse différence. Donc les Chypres après 1917, vous voyez, là, le nombre augmente déjà considérablement. Tout le monde veut faire son Chypre, bien sûr. Et une personne qui était toujours à l'affût des bons coups, comme on dit en français, c'est la maison Guerlain, toujours. Moi, l'impression que j'ai à cette époque-là, c'est que Guerlain, souvent, sur le marché, c'est ce qu'il a fait avec les fougères, avec la fougère royale et avec le Jiki, c'est quand il y a un parfum qui se vendait très bien, il disait, je vais faire le même parfum, puisque ça marche, mais je vais le faire en mieux. Et à chaque fois, il arrivait à sublimer les parfums, entre guillemets, qui copiaient. Ce n'est pas un terme qui s'applique à Guerlain, bien évidemment, mais dont il s'inspirait, par exemple. Quand il a fait le Chalimard, il s'est inspiré de l'émeraude de Coty, par exemple. Donc, il arrivait à sublimer. Et donc, il faisait toujours un truc un peu plus. Et là, l'idée qu'il a eue, le un peu plus, c'était cette note. Alors, vous voyez dans la famille chyprée, mais c'est un chypré fruité. Donc, il a eu l'idée de rajouter cette note de pêche qu'on obtient avec la Lite C14, qui était une matière première nouvelle à l'époque. C'était en 1919, et un parfum qui était sorti avant avec cette note d'abricot, c'était le fruit défendu, qui n'avait pas eu beaucoup de succès. C'était les parfums de rosine, et qui avait été fait par Almiras, qui était justement un copain de Coty. Voilà. Et donc ce Mitsuko, le nom de Mitsuko vient d'une héroïne de roman, de Claude Farrer, qui était un ami de Jacques Guerlain. Jacques Guerlain avait beaucoup d'amis dans le monde des arts. Par exemple, il avait fait Vol de nuit, pour rendre hommage à Saint-Exupéry, qui était un de ses amis. Donc là, on a un chypré fruité. Donc, toujours la structure classique du chypre, bergamote en tête, cette note fruitée qui arrive rapidement. Et puis après, on a un cœur, on retrouve l'aldéhyde C14, de la rose, de l'ylang, jasmin, du néroli, fleur blanche qui adoucit le parfum. Et dans le fond du parfum, on a des notes épicées, girofle, cannelle. Et évidemment, je ne le dirai pas à chaque fois, mais il y a toujours de la mousse de chêne dans les chyprés. Sauf quand je vous dirai qu'il n'y en a plus. Sur la fin, évidemment. Il y a beaucoup d'exceptions en parfumerie, bien sûr. Alors, une chose aussi intéressante que j'ai notée, qui touche le flacon. Le flacon, vous avez un bouchon en forme de cœur inversé qui symbolise l'amour impossible, puisque l'histoire de Mitsuko, c'est une histoire d'amour entre une japonaise et un amiral japonais, puisque ça parle de la guerre entre, je regarde mes notes, entre la Russie et le Japon, en 1905. On passe aux années 20. Là, les années 20, c'est les années de la libération de la femme, c'est les années fastueuses, ce qu'on appelait les années folles. On se dirige vers la crise de 29, beaucoup d'insouciance. Et on va voir un parfum emblématique des Chypres et de cette période, c'est le crêpe de Chine, qui date de 1925. Donc c'est un parfum emblématique pour l'osmothèque. Je vous dirai pourquoi après. C'est un parfum qui a été fait par Jean Després, qui était l'arrière-petit-fils de Félix Millot, le créateur de la maison Millot. Et là, l'idée qu'a eu Jean Després, c'est de se dire, d'un côté, 1917, il y a le Chypre de Coty, qui est un parfum fabuleux, qui se vend très très bien. 1921,
le numéro 5 de Chanel, qui est un fleuri aldéhyde, qui se vend très bien, et ben moi, je vais faire un chypré fleuri aldéhyde. Et l'idée, un parfumeur lambda, moi par exemple, si j'avais été parti dans ce truc-là, j'aurais fait n'importe quoi. Et lui a fait quelque chose de fabuleux, de structuré, d'équilibré. Et en fin de compte, c'est ce que cherche tout parfumeur, arriver à un équilibre parfait de ses notes pour qu'il n'y en ait pas une qui l'emporte sur l'autre. Tout à l'heure, nous verrons évidemment quelques exceptions. Je vous le disais, en parfumerie, il y a toujours des exceptions. Je vous disais que c'était un parfum emblématique pour l'osmothèque, car c'est un des premiers parfums recréés par l'osmothèque. Pierre-André Dubois, qui était un descendant de la maison Millot, a prêté plutôt la formule à Jean Kerléo, qui était le président de l'osmothèque à l'époque. L'osmothèque a été créée par un groupe de parfumeurs. Jean Kerléo, qui était le parfumeur de Patou, en était le président. Donc cette formule a été donnée à M. Kerléo pour qu'il essaye de le refaire. C'était un test pour voir est-ce que l'osmothèque peut reproduire des parfums à l'identique. Donc M. Kerléo a travaillé. Il s'est fait aider d'Aimable Duhaillon, qui était le dernier parfumeur de la maison Millot. Et ils ont fait un parfum qu'ils ont présenté. Et ce parfum a convaincu. Ils ont dit, évidemment, je retrouve le crêpe de Chine qui avait disparu au début des années 70. Je crois que c'est en 1968, avec la disparition de la maison Millot. Et ils ont dit, parfait, vous réussissez parfaitement à faire les parfums, on vous confie toutes les formules Millot. Et c'est comme ça qu'une fois qu'on a fait la maison Millot, on a pu présenter aux autres parfumeurs notre travail. Les autres nous ont dit, OK, l'osmothèque, c'est des gens sérieux, ils savent travailler. Et c'est là on a pu commencer à augmenter notre collection. Donc là, évidemment, on a une note de tête, toujours la bergamote, la note aldéhyde qui arrive, des notes œillées, des notes lilas. Alors, quand je vous parle de notes œillées lilas, ça ne veut pas dire qu'il y a de l'œillet et du lilas dans le parfum. En parfumerie, on a un concept qui s'appelle les fleurs muettes. Les fleurs muettes, c'est des fleurs comme le lilas, comme le muguet, comme l'œillet, qui sentent très bon, qui ont une odeur, mais dont on ne peut pas extraire l'huile essentielle. Donc, on appelle ça une fleur muette. Et donc, on recrée cette odeur avec de la synthèse, en mélangeant des matières premières de synthèse et une matière première naturelle. Donc on retrouve évidemment la mousse de chêne, le cèdre, des notes boisées, patchouli et des muscs de synthèse, ce qui est quand même une nouveauté. Là, on passe aux années 30. Donc là, dans les années 30, il y a encore quelques parfums, et entre autres, le Choking d'Elsa Schiaparelli. Alors là, on a sauté quelques années quand même, plus de 10 ans. Il faut savoir que jusque-là, on avait une parfumerie où le parfumeur était le parfumeur de la maison. Coty, c'est Coty, quelqu'un de chez Coty qui faisait les parfums. Guerlain, c'est quelqu'un de chez Guerlain, Guerlain entre autres, qui faisait les parfums. Quand on voit par exemple les parfums Mio, c'est personne de chez Mio qui faisait les parfums. Là, pour le Choking, on est passé à une parfumerie d'industriel, c'est-à-dire qu'Elsa Schiaparelli ne savait pas faire de parfum. Elle a demandé à une maison de matières premières, qui était la maison Roure, de faire le parfum à leur place. Et donc, ils ont dépêché un parfumeur maison, qui un jour faisait des parfums pour Schiaparelli, le lendemain faisait des parfums pour d'autres couturiers. Et ce parfumeur, c'était Jean Carle. Alors, Jean Carle, c'est un très grand parfumeur, quelqu'un d'emblématique dans notre profession. C'est lui qui a d'abord créé la première école de parfumerie, qui était l'école Roure. Et c'est aussi un des premiers à avoir créé des méthodes d'apprentissage, des méthodes pour faire un parfum qui étaient basées sur le travail, encore le travail. Il n'aimait pas qu'on dise que pour être parfumeur, et je suis un peu d'accord avec lui, il fallait être doué. La parfumerie, ça n'est évidemment pas qu'un don. Moi, ce que je dis souvent, c'est un peu comme les joueurs de football. On est en Italie, vous connaissez bien le football. Et les footballeurs, il faut qu'ils soient doués. Mais un grand footballeur, c'est du travail et beaucoup de travail. Moi, en tant que Français, je prends comme exemple Zidane. Zidane était très doué, bien sûr, mais s'il n'avait pas travaillé d'arrache-pied, il n'aurait jamais été le grand footballeur qu'il a été. Pour le parfum, c'est pareil. Il faut être un petit peu doué, il faut aimer sentir, mais il faut aussi beaucoup de travail. 10 années pour arriver à apprendre nos 3000 matières premières, à peu près, arriver à les associer, voir les accords, ce qui ne marche pas, la puissance, est-ce que c'est des notes de tête, des notes de cœur, des notes de fond, les associations qui abîment les matières premières. Il y a beaucoup de choses à apprendre et qui ne se devinent pas. Donc il n'y a qu'avec de l'entraînement qu'on peut le savoir. Il faut travailler les accords. On parle de l'accord Chypre. Jean Carle disait il faut travailler les accords, faire des accords. Quand on débute, des accords simples. Faire un accord œillet, faire une rose, un jasmin, des accords simples. Et après, on complexifie, on densifie des créations et on apprend.
Donc Jean-Carl avait ce côté très sérieux. Et surtout, il avait une très grande qualité pour la maison Roure, c'est qu'il travaillait très vite et il faisait attention au prix. À l'époque, les parfumeurs étaient un peu les rois du château. On faisait un parfum, surtout, vous ne voulez pas entendre parler de prix. Un rêve pour moi. Je fais un parfum, je fais le parfum que je veux, au prix que je veux. Après, vous essayez de le vendre. Ce n'est pas mon problème. Et s'il ne vous plaît pas, vous en mettez moins. C'est pas moi. C'était la philosophie des parfumeurs. Jean-Carl, Maison Roure, lui, il avait vraiment cette idée de prix de revient, de rapidité pour satisfaire les clients. Elsa Schiaparelli, elle était une couturière très connue. C'était la rivale de Coco Chanel. D'ailleurs, à son sujet, Coco Chanel disait « Schiaparelli déguise les femmes, moi, je les habille ». Elle ne s'appréciait pas vraiment, à dire vrai. Et Schiaparelli, c'était une amie des surréalistes. Elle avait par exemple une robe qui avait été faite par Dali, avec un homard dessus. C'était la première à introduire les zips en éléments décoratifs dans le vêtement. Et donc, elle utilisait vous voyez là-haut, un rose qui s'appelait le rose Shocking. Il faut savoir aussi, par exemple, que tous ces parfums commençaient par un S. Tous, sauf un, son dernier, qui s'appelait Zut, comme un pied de nez. Et donc, elle a fait un parfum Shocking. Et pourquoi ça s'appelait Shocking? Pourquoi il était choquant? À cause de ce rose et aussi à cause de son odeur. C'était un chypre, mais toujours important. On est dans les chypres, mais là, dans les chypres cuir. Cette odeur de cuir, cette nouveauté de cuir qui faisait un parfum sensuel, presque viril. Le cuir, c'est souvent associé au parfum masculin, presque viril, avec une utilisation d'isobutylquinoléine, qui est la molécule emblématique des notes cuir. Là, on est un peu technique, excusez-moi, mais c'est une molécule importante dans la parfumerie et dans la palette du parfumeur, un peu comme la mousse de chêne. On a quelques matières premières comme ça qu'on aime bien et qui sont des incontournables. Donc, utilisation d'isobutylquinoléine, utilisation de bouleau, le bouleau, de goudron de bouleau qui donne ce côté cuir, ce côté un peu âpre. Et c'est un parfum presque charnel, on va dire. Une chose intéressante dans ce parfum, c'est aussi le flacon. Donc, l'idée du flacon, c'était un rêve qu'elle avait fait, donc, avec un buste, une tête qui était en fleurs. Et c'est le buste de Mae West qui a été moulé pour servir de modèle au flacon, d'où les formes généreuses. Là, on passe aux années 40, mais on ne va pas vraiment quitter le shocking puisqu'on va parler du Bandy. Vous avez déjà la touche, c'est super. Donc là, le Bandy, c'est un peu une réponse de Germaine Cellier à Jean-Carl. Germaine Cellier travaillait chez Roure, comme Jean-Carl, travaillait dans la même société, mais c'était deux caractères opposés au possible. Donc je vous ai décrit Jean-Carl, genre sérieux, genre apprentissage, on travaille, on travaille. Pour Germaine Cellier, l'inverse. Je rappelle jusqu'à dire qu'elle travaillait peu, mais elle travaillait beaucoup d'instinct, d'intuition, pas de méthode, surtout pas de méthode pour elle. C'est quelqu'un de très volubile, une personne, je dirais, spéciale, avec qui on a forcément de l'affection, parce que d'abord, une des premières femmes en parfumerie, qui, à l'époque, elle s'imposait un métier d'homme, c'était la seule, c'était quelque chose d'incroyable. Donc c'était une Bordelaise, comme moi en plus, donc, oui. Une Bordelaise comme moi, et elle a réussi à s'imposer, et surtout à imposer une vision de la parfumerie. Donc elle était très en rivalité avec Jean-Carl, caractère différent, tant et si bien d'ailleurs que la Maison Roure, à un moment donné, lui a fait un laboratoire que pour elle, où elle était mise à part, où elle ne gênait personne en fin de compte. Donc elle arrivait pour travailler le matin, je vous raconte un peu, donc elle fumait beaucoup, elle buvait beaucoup, elle arrivait le matin, donc elle allait faire son marché avec ses préparatrices qu'elle appelait ses cocottes, qui portaient les paniers derrière, donc elle faisait ses courses. Après les courses, elle allait boire un canon, bien sûr. À traduire, un canon, c'est un coup à boire, en fin de compte, au café, elle passait au café boire un coup. Donc elle allait boire un canon, et puis quand même elle passait au bureau, et elle allait dans son placard. Elle cherchait 2-3 fioles qu'elle mélangeait comme ça. C'est bon, c'est fait. Des fois, elle prenait dans son sac à main, elle prenait une douche et elle rentrait. Quand elle arrivait à la production, le directeur de production, elle l'appelait Ducon, par exemple. Elle dit « Bonjour Ducon, ça va Ducon ?» C'est affectueux, mais peut-être un peu usant quand même, quand on est appelé tous les jours Ducon.
Ça peut fatiguer. Mais c'était son style, c'était son genre, elle était comme ça. Il fallait l'accepter, soit on l'acceptait, soit on ne supportait pas. Donc je comprends que Jean-Carl en est peut-être humain, parce qu'il a vraiment un caractère très différent. Et donc je vous disais, les parfumeurs, ce qu'ils aiment, c'est l'équilibre. Les parfumeurs, oui. Germaine Cellier, non. Son travail, c'est toujours un travail d'overdose. Donc l'overdose en parfumerie, c'est un concept très important et très intéressant. C'est dire, on prend une matière première qu'on utilise de manière homéopathique, en toute petite quantité, comme les aldéhydes dans avant le numéro 5, et au lieu d'en mettre un petit peu comme fait tout le monde, moi j'en mets beaucoup. En général, comme on dit en français, c'est très casse-gueule, parce que peu de personnes peuvent y arriver. Là, c'est aller à l'encontre des règles établies. Et certains parfumeurs ont le génie, dont Germaine Cellier, d'y arriver. Et Germaine Cellier a fait tous ses parfums les plus connus, les plus emblématiques, selon ce principe. Vent vert, overdose de galbanum, fracas, overdose de tubérose, je regarde, et le bandit, overdose d'isobutylquinoléine. Alors, les parfumeurs, normalement, si on met trop d'isobutylquinoléine, le parfum est instantané parce qu'on ne sent plus que ça l'emporte. Quand on met très peu de matière première, c'est parce qu'elle est très puissante, tout simplement. Et là, quand on en met beaucoup, elle l'emporte, elle domine tout, on ne sent qu'elle. Et là, le génie qu'elle a eu, c'est de mélanger cette isobutylquinoléine, on aurait pu trouver un nom plus facile, avec de l'armoise. Et l'armoise a adouci l'isobutylquinoléine, on a fait quelque chose d'acceptable, de sentable, entre guillemets, et quelque chose, pour moi, fabuleux. Je suis un fan de Germaine Cellier de toute façon, j'aime tout ce qu'elle a fait. L'inspiration de ce parfum, il y avait le Dana quand même, qui est un parfum important, et puis le Shocking qui est une réponse. On va toujours rester dans la même lignée de parfums, et on va rester toujours avec le bandit, mais dans le bandit, j'avais raté un slide où on voit la molécule d'isobutylquinoléine, ça intéressera tout le monde. Voilà, les années 50, alors on voit que déjà le nombre de chypres commence à grandir, il commence à y en avoir de plus en plus. Dans une maison de parfum, il faut avoir un chypre. C'est un passage obligé. Comme avoir un fluoryaldéhyde, ça fait classe quand même. C'est des parfums intellectuels. Et on va parler du cabochard. Alors pourquoi je vous dis qu'on reste avec le bandit? Parce que là, c'est encore, le cabochard est une référence au bandit. C'est ça qui est intéressant dans la parfumerie, c'est la filiation qu'il y a entre les parfums, tout simplement. On est parti du Shocking. Le Shocking s'est transformé en bandit, c'était une réaction, c'était dire, moi je peux faire autre chose, je peux faire mieux. Jean, je suis meilleur que toi. Et là, c'est l'inverse. Là, c'est un hommage qui est rendu au bandit. C'est un parfumeur qui a été fait par Bernard Champ, je vais boire un petit peu après, qui a été fait Bernard Champ, c'est un hommage qui est rendu au bandit. Nous, les parfumeurs, souvent, on a des parfums emblématiques, des parfums qu'on adore, qu'on veut refaire toute notre vie. On aimerait faire aussi bien. Alors, soit c'est parce qu'on n'aime pas le parfumeur et on veut faire mieux, soit c'est parce qu'on est admiratif du parfumeur et on veut faire aussi bien, on veut tenter de l'égaler, mais on dit jamais j'arriverai à faire aussi bien. Et bien Bernard Champ, avec le cabochard, a fait largement aussi bien, justement. C'est là, quand un parfumeur de génie, même quand il essaie d'approcher, il fait pas mieux, mais il fait aussi bien. Parce qu'il ajoute sa patte, son génie. C'est ce qui fait la différence entre un parfumeur lambda, comme entre un bon footballeur et un footballeur de génie, pour garder le parallèle du football. On rajoute la patte. Donc cabochard, c'est un parfum qui a été créé pour la maison Grey. C'est le premier parfum Grey. Et c'est un parfum qui a été décidé par Alex Grey, Madame Grey, on disait Madame Grey à l'époque, après un voyage en Inde. Et donc elle a demandé à Bernard Champ, qui était parfumeur chez IFF, ce que vous expliqué tout à l'heure, les couturiers n'ayant pas, à l'époque, ou rarement, à part Chanel, de parfumerie intégrée, ils faisaient appel à des maisons de production qui étaient à l'époque Roure. Roure est maintenant Givaudan. Ça s'appelait Givaudan-Roure, après ça s'appelait Roure. Mais à des IFF, à des Firmiche, à des grandes sociétés de composition. Voilà. Et donc Bernard Champ était parfumeur chez IFF des années 60 aux années 80. Et donc il a fait un parfum qui a un cuir chypré, je regardais si c'était bien marqué, un cuir chypré comme le bandit, mais il a rajouté, et là vous pouvez le sentir, cette note verte, ce galbanum. Et ce galbanum, c'est pas par hasard, mais ce galbanum, c'est le galbanum aussi de Germaine Cellier. Ça peut être qu'il y avait dans Vent vert. C'est l'hommage aussi. De manière insidieuse, il rend doublement hommage à Germaine Cellier en faisant du bandit et en rajoutant un petit clin d'œil au Vent vert de Germaine Cellier. Et donc là, en tête, on retrouve la bergamote, le galbanum, on
on retrouve de la rose, du jasmin, un petit peu des notes fruitées évidemment, de la pêche, de l'iris, et je le répète, de la mousse de chêne. À l'époque, on pouvait en mettre, donc on en mettait autant qu'on voulait. Des notes cuir évidemment, donc toujours isobutylquinoléine. Je vous le répète, comme ça va bien rentrer, isobutylquinoléine. Toujours du bouleau, qui est aussi un marqueur. Il y a quelques bases aussi intéressantes de l'air. De la civette, du musc et du castoreum. Le castoreum, ça vient du castor, la matière première qui vient du castor, qu'on peut encore utiliser de nos jours, une rare matière première animale encore autorisée, et qui amène une note cuir, une note fauve. Je vais boire un coup. Donc là, on va encore changer de décennie. On va passer au parfum des années 60. Alors, vous voyez, là, il y en a encore plus. Ça se densifie, les chypres. Et il y en avait encore. Et on retrouve Bernard Champ, dont je vous ai parlé, et qui a fait aromatique élixir également. Aromatique élixir, c'est toujours un fleuri aldéhydé chypré, mais qui est toujours un hommage au bandit. Il y a toujours ce côté bandit, de manière plus insidieuse, plus ténue, plus cachée. Mais il y a toujours cet hommage à Germaine Cellier. Donc là, c'est le premier parfum de Clinique, qui était une marque qui avait été créée par Estée Lauder, mais qui est un parfum un peu surprenant, parce que Clinique, on s'attendrait à ce qu'ils fassent déjà des produits sans odeur, sans parfum. Et là, au contraire, ils ont fait un parfum qui est riche, qui est fabuleux, dans lequel, évidemment, on a un chypre assez classique, avec toujours la bergamote, un côté aldéhydé, bien sûr, mais des notes de verveine qui adoucissent et de camomille au départ. Après, on trouve ce côté fleuri, du fleuri aldéhydé, avec des notes de rose, des notes épicées avec la girofle, de la tubéreuse qui était utilisée par Germaine Cellier en overdose, évidemment, dans le fracas, toujours ce petit clin d'œil, de l'ilang. En note de fond, toujours patchouli, civette, note animale, qui donne un peu ce côté cuireux encore, de la mousse de chêne, je vous le répète. Et c'est un parfum qui est pas très connu en France, mais qui a un énorme succès aux États-Unis. Hélas, mais alors, les femmes qui mettent Clinique sont très fidèles à ce parfum. Il y a vraiment des aficionados de ce parfum qui n'en changeraient pour rien au monde. Je commence un peu à ralentir, la langue sèche. Il faut que je sache si c'est le bon parfum qu'on sent. Je disais que moi aussi, j'aimerais bien sentir les parfums. J'y ai le droit aussi. Donc là, nous voyons un parfum, un Chanel. Alors Chanel, c'est un peu une exception à cette époque-là dans le monde de la parfumerie, parce que c'était le seul couturier qui avait une parfumerie intégrée. Alors une parfumerie intégrée, c'est quoi? C'est qu'il y avait un parfumeur chez Chanel. Donc le plus connu, le premier, l'emblématique, c'était Ernest Beau. Et Henri Robert a succédé à Ernest Beau. Donc... oui, donc Henri Robert, oui, a connu aussi Alméras, Vincent Roubert, dans la maison Chiris. Il a été formé chez Chiris, lui aussi. Et voilà, il succède à Ernest Beau en 1952. En 1955, il crée Pour Monsieur Chanel. En 1970, il crée le numéro 19. Donc il a créé des très grands parfums chez Chanel. Et le Cristal est son dernier succès. Après, il lui a succédé Jacques Polge, bien sûr. C'était en 1978. Voilà. Donc là, on a un chypré fruité avec des notes de départ. Alors là,
on est dans les années 70, la parfumerie se complexifie un petit peu. Là, on retrouve au départ des notes de mandarine, des notes de citron. On retrouve du galbanum, il y a un côté vert au départ quand même. Un peu de basilic, des notes aromatiques. Là, non, je crois que tu me disais quelque chose, pardon. On retrouve du galbanum. Et après, on a des notes fleuries, des notes un peu Chanel, avec ce côté muguet, ce côté jasmin, du bois de rose. Le bois de rose, c'est composé principalement de linalol, qui est une matière première très utilisée en parfumerie. On retrouve de la jacinthe, qui donne un petit côté aquatique. Et en finale, de la mousse de chêne, parce qu'on est dans un chypre, du patchouli, de l'iris. Il faut savoir qu'aussi chez Chanel, il y a une particularité, on travaillait beaucoup en équipe. Il y avait un chef parfumeur qui était Guy Robert, mais il y avait toute son équipe qui travaillait avec lui. C'était Chanel et son équipe. Et c'était encore un peu le cas après avec Polge, avec Jacques Polge, pardon, et c'est encore le cas actuellement avec son fils. Chanel, c'est vraiment des équipes. Merci bien. Là, les années 80, on sent que la parfumerie se densifie. Il y a déjà, dans toutes les familles, il y a beaucoup plus de lancements, de plus en plus de lancements qui se font, et ça se voit principalement chez les chypres. Là, on va voir le parfum Jean-Marc Sinan, qui a été fait par Christian Bastard-Lafitte. Jean-Marc Sinan, c'est quelqu'un, ça rime, quelqu'un de fascinant, qui a très jeune, il a vécu à Londres, il était hippie. En 68, il est parti dans le désert algérien méditer. Quelques années plus tard, il est venu en France, à Lille, pour retrouver une fille par amour qu'il n'a jamais retrouvée. Il a été mineur de fond, il a été SDF, il a été stagiaire chez Dior. Dans les années 80, il a créé sa maison de couture. À cette époque-là, il a créé un parfum qui s'appelait Jean-Marc Sinan, tout simplement, en toute modestie. Et dans les années 90, il a fait une section d'activités. Il a pris tout ce qu'il avait fait dans le monde, il a racheté pour tout détruire dans les années 90, pour se lancer dans la recherche spirituelle, la méditation et des recherches sur Dieu, sur la religion. Voilà. Entre-temps, il a quand même été architecte, il a fait un peu d'architecture en dilettante. C'était quelqu'un de très doué pour les affaires. Tout ce qui touche se transforme en or. Et actuellement, il a encore un centre spirituel dans lequel il y a un restaurant, il peint, il fait encore quelques parfums, il a refait des parfums. Et ce parfum, on est dans la famille florale chyprée. Donc là, on est en 81, on a affaire à un chypre, on commence vers des chypres plus modernes, moins lourds, avec moins de mousse de chêne, on commence à réduire la dose. Mais là, on a de la bergamote, de la coriandre, du linalol, dont je vous parlais tout à l'heure, qui est une molécule qui est dans le bois de rose principalement, et des notes aldéhydées. Les notes aldéhydées, on les a au départ. Après, donc, on retrouve de l'œillet, toujours fleur muette, qui donne un côté épicé, de l'iris, qui donne un petit côté poudré, du jasmin, du géranium, qui donne un petit côté rose, de l'ylang. On retrouve souvent de l'ylang dans les chypres aussi, de la rose, des notes muguées, bien sûr, des notes de fond, des notes musquées, des notes de vétiver, du patchouli, la mousse de chêne, et des notes de libanum. Le libanum, c'est de l'encens. Voilà. Donc là, le flacon a été dessiné par Jean-Marc Sinan. Là, on va sauter quelques années pour arriver sur des chypres beaucoup plus actuels. Donc les années 90, ça se densifie. Je laisse les personnes prendre des photos. On va voir un parfum de 2014. Là, on arrive dans les chypres modernes. Et ça va être la panthère de Cartier. Alors, avant de vous parler du parfum, je vais vous parler du brief de la panthère. C'est rare qu'on sache ce qui a réellement inspiré un parfum. Donc, je vais le lire.
Ce qui a inspiré ce parfum, c'est une citation de Théophraste, qui était un philosophe grec né en 371 avant Jésus-Christ. Alors, écoutez bien, c'est un peu compliqué. Théophraste disait « La panthère est de tous les animaux le seul qui sente bon naturellement. » Étonnant. « La panthère exhale une odeur qui est agréable à toutes les autres bêtes. C'est pourquoi elle chasse en se tenant cachée et en attirant ses proies grâce à son parfum. » C'était il y a longtemps. Donc la panthère, c'était aussi quand même le surnom de la créatrice, de Jeanne Toussaint, la créatrice de chez Cartier. Elle a été la maîtresse de Louis Cartier, elle est à l'origine de la progression de la création de la maison Cartier, et c'était aussi une femme avec beaucoup de caractère, un peu comme Germaine Cellier. Je remplace toujours un petit peu Germaine Cellier quand je peux parler d'elle. Un peu comme Germaine Cellier. Elle a été surnommée la Coco Chanel de la joaillerie. Donc, c'était un hommage. Je pense que Elsa Schiaparelli n'aura pas pris comme un hommage, mais c'était un hommage quand même, la Coco Chanel. Voilà. Et donc, Mathilde Laurent est une parfumeuse jeune qui a fait l'ICIPIA. Donc, l'ICIPIA, c'est une école de parfumerie en France, à Paris, à côté de Paris, à Versailles, là où est basée l'Osmothèque. Et elle a commencé à d'abord faire un stage chez Guerlain. Elle a commencé à travailler chez Guerlain. Et elle était, paraît-il, toute désignée pour prendre la suite de Jean-Paul Guerlain. Mais elle a décidé de ne pas le faire et de se lancer, de créer la parfumerie chez Cartier. Parce qu'à cette époque-là, les maisons ont commencé à réintégrer Dior, par exemple, Hermès, Cartier, ont commencé à réintégrer la parfumerie dans leur maison, ou à intégrer pour ceux qui n'avaient jamais fait. Et donc, Cartier a décidé d'avoir un parfumeur maison, c'était Mathilde Laurent. Et c'est aussi une femme de caractère, comme beaucoup de parfumeuses. Et donc, l'idée de ce parfum, c'est le gardénia. Le gardénia, c'est une fleur qui est douce. C'est-à-dire que quand vous sentez ce parfum, il n'y a pas le côté puissant, le côté âpre qu'on avait dans les chypres, par exemple le chypre de Coty. Là, c'est quelque chose de beaucoup plus doux, de plus fleuri. Et surtout, on a beaucoup moins de mousse de chêne. Je vous ai expliqué qu'à cette époque-là, et maintenant encore, la mousse de chêne est limitée à 0,001% dans le produit fini. Donc la mousse de chêne est remplacée par des produits de synthèse, mais qui ne soient pas aussi bien, qui ne soient pas aussi puissants. On a de l'Everline, par exemple. Et donc, ce qui a progressivement remplacé cette mousse de chêne, c'est plus de patchouli et du clear wood, qui est une matière première aussi, qui a tendance à remplacer la mousse de chêne. Voilà. Et enfin, le dernier qu'on va voir, le parfum que l'on va voir, qui est le cri de la lumière. La maison qui a fait ce parfum, c'est Parfum d'Empire. Donc, Parfum d'Empire, c'était créé par Marc-Antoine Corticciato, qui est corse, comme son nom l'indique, et qui a décidé, d'ailleurs je finis par une marque de niche, puisque c'est la vocation de ce salon quand même de parler des marques de niche et de faire vivre, de mettre en avant les marques de niche. Donc, autant finir, c'est le dernier parfum qu'on verra, par un parfum d'une marque de niche. Il a créé cette marque donc pour justement revenir à l'origine de la parfumerie dont je vous parlais au début, d'être un parfumeur qui fait ce qu'il veut, au prix où il veut, avec ce qu'il veut dans son parfum. Personne pour lui dire, pas de marketing, disant « Oh ben non, ça ne va pas se vendre. Oh ben non, c'est pas comme les parfums qui sortent à la mode. Ah ben non, il n'est pas assez gourmand. » On demande beaucoup de parfums gourmands en ce moment. Le rêve, quoi. Le rêve de tout parfumeur. C'est un rêve, mais il y a beaucoup de contraintes quand même. On ne se rend pas compte, mais lancer sa marque, c'est quelque chose de très très difficile, qui n'est pas donné au premier venu, parce qu'il faut savoir, on rêve tous de pouvoir faire ce qu'on veut, mais tout le monde n'est pas capable de faire ce qu'il veut. On a souvent besoin de quelqu'un pour nous dire « Attention, ce que tu as fait, ça ne va pas », pour nous remettre sur le droit chemin quand même. On a souvent besoin d'un avis extérieur. Être le seul maître à bord, c'est une lourde charge. Donc lui, il fait ce qu'il veut. Et il a fait ce parfum qui est donc un chypré, un pur chypre moderne, avec très peu de mousse de chêne, mais surtout utilisation d'ambrette,
Donc l'ambrette, c'est une graine qui est tirée de l'hibiscus et qui a une odeur musquée, une odeur poudrée, une odeur un peu animale. L'utilisation de roses, beaucoup de roses et de l'iris. Thank you. C'est la fin de la conférence. Si vous avez quelques questions, je suis prêt à essayer d'y répondre tant que je puisse. Pas de questions, c'est que j'étais clair, c'est fabuleux. Merci beaucoup à vous de m'avoir écouté. C'est moi qui vous applaudis parce que j'ai beaucoup parlé, j'ai parlé très vite et c'est gentil d'être resté jusqu'au bout. Merci à vous.